Bonjour belle âme, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Harmonisons. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que tu peux mieux vivre les fêtes en famille. À l'heure où je tourne cet épisode, on est à 2 semaines des fêtes de fin d'année. Et les fêtes de fin d'année, c'est souvent un moment qui peut être très chargé, très compliqué, très stressant. En particulier pour toute personne qui est cycle breaker. Peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. C'est-à-dire que tu es une personne qui rompt avec des schémas familiaux dysfonctionnels. D'où ce terme en anglais cycle breaker qui rompt, qui casse les cycles. Et quand tu es dans cette posture-là, à couper avec ce qui est dysfonctionnel que tu avais vu dans ta famille et expérimenté. Alors du coup, retourner en famille pendant les fêtes, ça peut être une vraie épreuve. Dans cet épisode, on va vraiment voir quelle posture est-ce que toi tu peux adopter pendant ces fêtes de famille pour que ça puisse se passer bien. Mais je vais aussi t'apporter une réflexion pour la suite, pour trouver le bon positionnement, le bon équilibre, pour être bien en phase dans ton rapport à la famille. Ok, alors, avant de te donner quelques conseils pratiques, il faut que je t'explique un peu ce qui se passe lorsque tu te retrouves en famille et que tu ressens de la frustration, euh, du désalignement, un manque d'authenticité, et que ça peut partir assez vite en fermeture relationnelle, en tension et en conflit. Une des choses qui peut se jouer certainement, c'est que dans ton système nerveux, il y a du stress qui est associé à certains comportements dysfonctionnels, certains comportements négligents, maltraitants, qui sont banalisés dans ta famille. Donc, ton corps sait qu'il y a des grandes chances que tu te manges des remarques, que tu sois témoin de comportements qui te sont adressés ou qui sont adressés à d'autres membres de ta famille, qui toi ne te nourrissent pas et qui ne te conviennent pas et que tu sais, en plus si tu fais ce travail intérieur depuis un certain temps, tu sais aussi que légitimement, euh, c'est pas forcément productif, donc potentiellement c'est nocif voire toxique. Donc tu as un jugement de base qui va être péjoratif sur ce qui est en train de se passer et ça peut te crisper et ça peut te tendre et tu vas te dire inconsciemment là, en gros, je vais, je vais être blessée ou je vais être contrariée très fort. On va pas me respecter, on va pas m'aimer, on va pas me considérer. Et j'ai pas envie de ça. Et le fait que malgré cette conscience qu'il va y avoir potentiellement des choses négatives qui vont arriver, que tu aies quand même la volonté d'y aller, ça crée un espèce de conflit intérieur qui peut se retourner contre toi. Dans le sens où il y a une part de toi qui se dit, mais je comprends pas. On sait très bien que ça nous fait du mal, pourquoi est-ce qu'on y va? Et il y a une autre part qui dit, mais c'est la famille, c'est important pour moi aussi, et je veux pouvoir partager des moments avec ma famille. Donc il y a ces parts-là qui sont en conflit, celle de l'autopréservation et celle du lien et du lien familial. Et en fait, cette incompatibilité, elle, elle va se muer en une forme d'anxiété. Donc, dans un premier temps, juste le fait de pouvoir reconnaître qu'il y a ce conflit à l'intérieur de toi peut être un moyen de faire baisser cette pression. Juste de comprendre que d'un côté, il y a ce besoin de te respecter et merci à ce besoin d'être là et de s'exprimer par cette réticence à te rendre dans un environnement qui pourrait te manquer de respect.
Et il y a cette autre part qui aspire à être en lien, à appartenir, à célébrer, à prendre soin de la famille. Et merci à elle aussi, parce qu'elle vient de tout un héritage ancestral, animal, super important, qui est que bah, la famille, c'est sacré. C'est aussi un héritage spirituel, religieux important aussi. La famille, c'est sacré. Et même si, d'un point de vue rationnel, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est plus nécessaire d'être à ce point en lien avec sa famille pour pouvoir survivre correctement et créer des liens sociaux qui soient forts et pleins d'amour et constructifs. Aujourd'hui, on peut le faire dans certaines sociétés comme la nôtre en France. On peut le faire avec des amis, on peut le faire avec une famille de cœur, une famille qu'on a choisie. Ce n'est plus indispensable d'être en lien avec sa famille de sang. Et d'ailleurs, on verra que dans notre pays, il y a beaucoup de liens familiaux qui sont cassés et que les gens comment dire, se trouvent pas ça forcément choquant. À la limite un peu triste, mais pas forcément choquant. Alors que dans d'autres cultures, ce serait inacceptable. Je pense par exemple dans la culture chinoise où les liens filiaux sont très importants. euh, Rompre complètement avec un membre de la famille, c'est presque un tabou, quoi. C'est quelque chose que qu'on fait pas. Donc c'est intéressant de prendre un peu de recul déjà et se dire, OK, je ressens ce poids, là, il y a une partie de moi qui a envie de nourrir ce lien, c'est normal, il y a un conditionnement biologique à ça, et il y a un conditionnement aussi culturel. Mais ma survie n'en dépend pas. Et ça, c'est très important. En fonction du degré de violence qu'il y a dans ta famille et du degré de besoin que toi, tu as de te préserver, c'est très important que tu comprennes que tu n'es pas dépendant. Ta survie ne dépend pas de ta famille aujourd'hui. Ton inconscient peut avoir l'impression que si, et c'est pour ça qu'il est tendu et qu'il est prêt à s'oublier et à sacrifier la partie individualiste pour pouvoir se sécuriser dans le lien familial. Mais à moins que tu n'aies de dépendance financière ou que tu sois, par exemple, dans dans un modèle qui soit un peu sectaire, c'est-à-dire que tu es isolé du monde, il n'y a que les gens de ta famille et qui du coup, si tu décides de t'éloigner d'eux, ils vont faire en sorte que socialement, tu sois isolé complètement. Si tu n'es pas dans un de ces deux cas de figure, ta survie, ton bien-être ne dépendent pas du lien entretenu de manière conséquente avec eux. Prends un temps pour intégrer ça si jamais c'était pas clair. Ensuite, une fois que tu as pris en compte tes besoins du présent, qui sont des besoins qui sont 100% légitimes, même si peut-être l'intensité à laquelle tu les ressens n'est pas forcément réaliste, comme on l'a vu. Tout ce qui n'est pas réaliste est aussi lié à quelque chose qui était réaliste à une autre époque. Et là, je reparle de l'enfance et de l'adolescence. C'est-à-dire que les membres de ta famille, à un moment donné, tu as été dépendant d'eux. Et là, c'était pas juste fictif. C'était pas juste une projection de l'inconscient, un conditionnement. C'est-à-dire que littéralement, en tant qu'enfant, en tant que bébé, en tant qu'ado même, parfois, tu es dépendant physiquement, de manger chez tes parents, d'avoir un toit chez tes parents. Euh, tu ne peux pas partir de ce lieu de vie sous prétexte que tu t'y sens pas bien. Il y en a qui le font, mais c'est une minorité. Et quand bien même ils le font, c'est difficile, la vie, se débrouiller seul quand on est très jeune. Cela étant dit, si toi tu es resté, ça veut dire que tu as pris l'habitude de faire des compromis. De faire des compromis par rapport à tes besoins, de faire des compromis par rapport à tes valeurs.
Par exemple, si toi, tu avais un besoin de respect important, par exemple, pour toi, te sentir respecté, c'est quand tu dis non, bah, on va respecter ce non, ou on va essayer de le considérer et de trouver une entente. Bon, bah, typiquement, quand tu es enfant, c'est hyper courant dans la grande majorité des postures parentales aujourd'hui, que quand l'enfant dit non, son non soit absolument pas respecté, voire même pas considéré. Et c'est en train de changer avec des approches un peu plus, un peu plus éveillées de parentalité qui sont basées sur la compréhension des besoins et du développement de l'enfant et de l'individu. On est en train d'amener plus de conscience émotionnelle, de conscience des besoins, de la responsabilisation aussi de l'enfant et de l'adulte, quand bien même ouais, il n'est pas automatiquement responsable, même s'il est dans une posture où il y a un être vivant humain qui dépend de lui. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement il sait se comporter de manière responsable. Mais en tout cas, euh, il y a une époque où du coup, très certainement, si là je prends en plus un exemple hyper ordinaire, à répétition, ce non pas considéré, ce non pas respecté, bah, il t'apprend quoi? Il t'apprend qu'en fait, quand tu es face à ces membres de ta famille, voire de manière générale à des proches, à des personnes qui t'aiment, t'as pas le droit de dire non. Ton non n'a pas d'importance. Et ça peut te bouffer énergétiquement, émotionnellement. Et ça peut vraiment venir te mettre dans un conflit intérieur quand tu es face à l'autre. Parce que tout d'un coup, dès qu'il y a un lien d'attachement avec quelqu'un, tu vas renoncer à tes limites. Et du coup, tu vas avoir l'impression de te trahir toi-même. Et ce sera plus fort que toi. Parce que c'est un conditionnement. Et le corps est un être de conditionnement. Donc c'est ton corps qui a réagi malgré toi. Et tu ne peux que assister, si tu as la conscience de ce qui se passe, tu peux qu'assister comme un témoin impuissant à la scène de toi en train de nier encore tes besoins et de faire passer l'autre en premier. Et du coup, c'est possible que, en fait, il y ait ce conditionnement-là qui est associé à un passé où tu étais vraiment dépendant de tes parents, de ta famille, et qui, en fait, c'était à l'époque justifié de faire le sacrifice de tes besoins personnels, de tes envies, de tes désirs, de tes valeurs, pour pouvoir rentrer dans le moule, pour pouvoir recevoir des parents une forme de lien de protection, une forme de lien d'affection, une forme de sécurité. Et du coup, pour pouvoir sortir de ce conditionnement qui a été appris, de cette impuissance apprise, de cette servilité apprise, de cet oubli de soi appris, de ce non-respect de soi appris, tu as besoin de te reparenter. Et le reparentage, j'en parlerai énormément à l'occasion de ces différents podcasts, parce que c'est vraiment la philosophie que je défends et qui, je crois, peut véritablement changer le monde pour le meilleur. Le reparentage, c'est la conscience et l'action alignée du fait que tu décides d'être pour toi-même le parent idéal que tu n'as jamais. Tu décides d'être aujourd'hui pour toi-même la personne qui reconnaît tes besoins, qui les légitime, qui est responsable et prend en considération et agit dans l'intérêt de tes besoins. Mais tu es aussi cette personne-là pour la toi du passé, pour toutes les toi du passé qui ont manqué de cette personne ressource. Et ça, c'est super important à comprendre parce que j'ai tellement accompagné de personnes ces dernières années qui, à chaque fois que je repérais des éléments de leur comportement et
et ce qui était présent dans leurs énergies et dans leurs croyances, ils disaient, non mais ça, c'est plus d'actualité. Non mais aujourd'hui, je suis plus comme ça. Ça, c'était il y a quelques années, ça, c'était avant, quand j'étais plus jeune. Ah oui, mais n'empêche que c'est toujours là. Et c'est pour ça que tu continues de t'auto-saboter. C'est pour ça que tu continues de faire passer les autres en premier. C'est pour ça que tu continues de manquer de confiance et avoir une mauvaise image de toi. Donc comment on fait par rapport à ça? On a besoin de faire un travail profond, un travail continu, et du coup on peut se détendre parce que c'est comme le ménage. Ça sert à rien de vouloir intensément tout nettoyer au Karcher et se dire après c'est terminé, c'est bon, j'ai plus à m'en occuper. Non, le reparentage, c'est une posture d'entretien, c'est une posture de présence au soi du présent et au soi du passé pour réécrire progressivement, petit à petit, ces différents scénarios du passé où on s'est retrouvé seul. On le peut faire accompagné d'un thérapeute. Alors pour le coup, moi, c'est une approche que j'ai beaucoup développée avec euh, la définition que je te transmets, la manière dont je le transmets. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui font ça de cette manière-là. Euh, je suis pas sûre, j'ai l'impression que c'est le fruit de beaucoup d'approches. Mais bon, il doit en exister. En tout cas, tout ça pour dire que moi, je propose des séances de ce type-là, de reparentage, si jamais toi, tu sens que c'est pas très clair ce que je dis, mais que tu aimerais expérimenter, ou bien que bah, juste tu sens que tu as besoin de soutien et d'aide, parce que c'est des fois très difficile d'accès et très inconscient, ces parts de toi qui ont manqué. Mais le chemin est trouvable. Tu peux trouver le chemin, tu peux apprendre à le trouver en étant accompagné et en faisant des tests aussi par toi-même. Et le reparentage, c'est fondamental. Parce que dans ton esprit d'animal, si tu n'as pas repris ta place de leader, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus de toi qui décide pour toi ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, quelle est la direction que tu prends, quels sont les projets et les comportements que tu as le droit de faire, et quels sont les projets et les comportements que tu n'as pas le droit de faire et d'avoir. Et ça, c'est problématique. Il y a beaucoup de cas d'autosabotage, beaucoup de cas d'insatisfaction professionnelle ou relationnelle qui sont liés à des interdits de s'épanouir selon tes termes, programmés par la culture familiale dans laquelle tu as grandi. Donc du coup, tant que ça, c'est pas en cours de résolution ou résolu, il peut y avoir des moments difficiles dans le cercle familial. Ça peut faire que ces moments de retrouvailles, tu ne puisses pas vraiment les savourer parce que ce mécanisme inconscient de conditionnement fait que, une fois de plus, tu t'es sacrifié au service des membres de ta famille et pour correspondre à leurs standards à eux et à leurs normes à eux. Et si jamais tu te retrouves dans cette situation et que ça te parle, tout ce que je te dis jusqu'à présent, tu peux t'envoyer beaucoup de douceur à toi-même. On va prendre un peu de recul et juste réaliser que ça fait pas si longtemps que ça, que dans nos sociétés humaines, il est possible d'être à ce point différent de notre famille. Que ce soit par l'accès à différents cursus d'éducation, que ce soit officiel ou en ligne ou de manière privée, l'accès à Internet et à la pensée mondiale, en tout cas certains aspects. Il suffit que tu sois anglophone et déjà tu peux avoir accès à tout un ensemble de créateurs de contenu, d'auteurs, de vidéastes, de conférenciers, d'experts en tout genre, qui vont te transmettre une vision du monde qui est différente que celle que tu as reçue dans le cadre de ta famille. Il suffit que, ne serait-ce que ta famille, comme moi, une partie de ma famille, est immigrée en France,
Et déjà, il y a un choc culturel qui peut être incroyable. Et toi, pour trouver ton identité sociale et individuelle, bah, il peut y avoir des challenges, ça peut être compliqué. Donc donne-toi beaucoup de douceur parce qu'on vit à une époque qui est difficile et qui en même temps est enthousiasmante, mais qui nous donne la possibilité de se définir soi-même, de se nourrir soi-même de valeurs, de pensées, de vision du monde, de comportement, de, de, de structuration sociale, de rituels sociaux qui sont très différents de ce que notre famille nous a donné. On a cette liberté-là, on peut se redéfinir si ça ne nous convient pas ou si on est appelé par autre chose. Mais tout grand pouvoir implique une grande responsabilité. Il y a un coût pour obtenir cette liberté. Et pour moi, ce coût, c'est le reparentage. C'est le fait d'assumer pleinement que tu es le leader maintenant de ta vie. Que c'est toi qui décides qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Et c'est toi qui retournes dans ton histoire à tous les moments où la toi ado, la toi jeune femme, jeune homme, la toi du passé a été en manque de cette personne ressource, de ce leader qu'aujourd'hui tu deviens, et de pouvoir lui donner la reconnaissance dont elle a besoin, le soutien dont elle a besoin, l'empathie dont elle a besoin. Et lui permettre de se sortir des situations que ton corps a internalisées comme étant des blessures, des schémas qui redoutent et qui vont générer de l'anxiété consciemment ou inconsciemment dans ta vie. Tu vas retourner dans ces espaces où il y a eu des limites de poser et des choses inacceptables de fait, et tu vas changer ça. Tu vas réinscrire quel est le cadre que toi tu veux pour toi-même. Et que si tu avais été ton propre parent, qu'est-ce que toi tu te serais donné? Et ce travail, c'est très important de le faire de soi à soi, de le faire rentrer à l'intérieur, parce que ce que je vois, c'est que souvent, la première posture qu'on va avoir, et c'est très instinctif de faire ça, c'est d'aller chercher l'autre, d'aller voir le parent et lui dire, mais pourquoi t'as pas été comme ça avec moi? Maintenant, sois comme ça avec moi. Ou excuse-toi, reconnais la souffrance que ça m'a causée. Et il y a beaucoup de parents qui, malheureusement, dans des familles dysfonctionnelles, n'ont absolument pas la conscience et la ressource pour pouvoir nous dire ok, je comprends ce que tu dis, excuse-moi, t'as raison. C'est c'est quelque chose c'est juste un bug système en fait. Il peut pas. Tu demandes quelque chose qu'ils n'ont pas. Potentiellement, s'ils l'avaient, peut-être qu'ils te l'auraient donné en fait. Donc, l'endroit où toi tu as le pouvoir, c'est d'aller en toi-même te le donner et affirmer à l'intérieur de toi, oui, c'était légitime de se sentir mal, d'avoir manqué. Maintenant, c'est fini. Je suis là pour moi. Et quand ce type de situation vient à se présenter, aujourd'hui, je sais comment me positionner pour ne plus en souffrir. Si tu as ça, ce pilier de toi à toi, cette confiance, cet amour, il est inébranlable, indestructible. Quand tu vas ensuite en famille, il y a quelque chose de beaucoup plus serein qui s'installe. Il y a beaucoup plus de détachement. Il y a plus de compréhension de ce qui se joue parce que faire ce travail de reparentage, ça te montre aussi à quel point en face de toi, les gens sont reparentés ou pas, à quel point ils sont leaders de leur vie ou pas. Et tu vas voir beaucoup plus clair. Et en voyant beaucoup plus clair, tu seras beaucoup plus compassionné par rapport aux membres de ta famille. Et du coup, tu vas aussi avoir plus de lucidité sur comment te positionner vis-à-vis d'eux. Ce positionnement, peut-être qu'il va te venir de manière évidente et radicale, sentir le bon niveau de proximité, les bons sujets sur lesquels ne pas glisser, les comportements qui sont inacceptables et qu'est-ce qui se passe si jamais cette limite est franchie, d'être clair avec toi-même et d'être prêt à aller jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment cette réflexion long terme. Des fois, tu le sais tout de suite. Des fois, ça va prendre un peu plus de temps. Des fois, tu vas tester, tu vas te tromper, puis tu vas apprendre, puis tu vas retester jusqu'à trouver le bon positionnement
qui peut être parfois beaucoup plus souple que radical, mais pour autant très fermement aligné avec qui tu es et tes besoins. Ok, donc ça, c'est pour la réflexion long terme. Pour la réflexion court terme, ou plutôt l'astuce court terme, comment ça se passe? Bon, déjà, ce que je voulais t'expliquer, c'était que au niveau du système nerveux, si tu as des stress post-traumatiques liés à ces manques et ces blessures d'enfance, si tu as des conditionnements qui t'ancrent dans une posture qui te désempouvoir aux membres de ta famille, c'est naturel que tu passes pas un bon moment. Donc, évidemment, je suis thérapeute, je te conseille de faire un travail sur toi. Et ce travail de reparentage notamment, parce que c'est pas un travail de guérison simplement, d'essayer de amoindrir l'impact de blessures du passé. Non, c'est reprendre ton pouvoir à un endroit où il t'a manqué, à un endroit où tu pouvais pas le prendre par le passé, et là de revenir et de rendre compte à quel point tu es une personne magnifique et que tu mérites qu'on prenne soin de toi et que tu mérites d'être accompagné par toi-même, que tu mérites d'être encouragé. Et ce travail-là, je le trouve réjouissant. Pour avoir fait plein d'approches thérapeutiques, vraiment, ce travail-là, il transcende ton quotidien en dehors des séances. C'est-à-dire que c'est adopter un nouveau rapport avec toi-même, devenir ta source inconditionnelle et première de soutien et d'amour. Donc, une fois que tu as fait ce travail, c'est beaucoup plus facile d'appliquer du coup le conseil que je te suggère de faire là pour passer des bons moments en famille. Et même si le travail n'est pas encore fait, maintenant que tu as un peu de clarté sur ça, que tu sais que c'est possible de faire ce travail et que peut-être tu as déjà décidé que tu allais le faire, dans ce cas, ça va aussi être plus simple d'appliquer le conseil que je te propose aujourd'hui pour pouvoir mieux vivre là les fêtes de famille concrètement et immédiatement, quoi. Il y a deux choses que je te propose. La première, c'est de trouver une astuce de régulation du système nerveux qui fonctionne bien pour toi. Ça peut être une astuce qui te permet de te sentir plus puissante ou une astuce qui permet de te relâcher, de te détendre. Parce que, comme tu l'as vu par rapport à ce que je viens de partager précédemment, si tu ne régules pas ton système nerveux et qu'il est en état de stress ou d'impuissance, d'abandon, euh, tu vas avoir une grande difficulté à être en maîtrise de toi-même dans la situation. Donc, pour prendre soin de ton système nerveux, déjà, tu peux faire un peu attention à comment tu dors, à ce que tu manges, à ce que tu ingères. Pendant les fêtes, des fois, ça va être compliqué parce qu'on va manger très gras, on va manger des choses qui peuvent générer de l'inflammation, on peut mal dormir, on peut boire de l'alcool, des choses qui vont déréguler notre système nerveux. Donc, si toi, tu as envie de passer un bon moment en famille et que c'est plus important pour toi que de consommer un peu sans trop regarder ce que tu consommes, bah, du coup, priorise là le fait de modérer ta consommation alimentaire, le faire en conscience, pour avoir plus de facilité à nourrir ton besoin de partager un bon moment et créer des bons souvenirs avec ta famille. Ça, c'est un peu des choses générales, c'est du bonus, mais c'est important de le dire quand même parce que il pourrait y avoir un manque d'efficacité de ta pratique et tu vas pas forcément comprendre d'où ça vient. Mais si d'habitude, en temps normal, tu ne bois pas, tu dors bien et tu manges anti-inflammatoire, par exemple, et que là, au fait de fin d'année, euh, c'est pas du tout le cas. Quand tu vas faire ta pratique de régulation du système nerveux, tu vas peut-être pas avoir les mêmes résultats et ce sera pas étonnant en fait. Donc voilà, c'est pas qu'il y a un problème chez toi, mais c'est peut-être juste que le terrain là physiologique, il n'est pas forcément adéquat. Bon, ça c'est un aspect important, c'est un prérequis aussi. Fais des tests, fais des tests. Ce sera l'occasion de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Donc trouve un geste qui renforce ta puissance, un geste qui permet la relaxation. Comme ça peut t'aider dans les relations, les interactions avec ta famille.
pour retrouver ton centre. Qu'est-ce qu'il existe comme geste? Peut-être que tu as déjà entendu parler, pour les gestes de puissance, de la posture de Superman ou de Superwoman. Il s'agit de se mettre debout avec. Je vais le faire, je vais le faire en vidéo sur YouTube. Si jamais tu es curieuse de voir, tu pourras venir voir sur YouTube si jamais tu écoutes le podcast. Je vais te le faire là. L'idée, c'est de se mettre avec les poings fermés sur les hanches, on est debout, les jambes légèrement écartées. Du coup, tu vas pas tout voir, mais ça va le faire. Les jambes légèrement écartées à la largeur des hanches, par exemple. Les doigts de pied tournés vers l'avant. Les genoux légèrement détendus. Et tu vas bomber le torse, lever un petit peu le menton. Et soit fermer les yeux, soit regarder droit devant toi. Et l'idée, c'est de tenir cette posture pendant 2 minutes. Tu peux, de temps en temps, pour renforcer ce sentiment de puissance, tu peux resserrer tes poings et sentir la contraction au niveau de tes bras. Tu peux contracter aussi tes abdos en redressant le torse. Et l'idée, c'est de rester dans cette posture pendant 2 minutes minimum. Déjà, tu devrais observer qu'il y a des résultats juste là en le faisant un petit peu. Mais tu peux mettre la vidéo sur pause et continuer pour voir jusqu'où ça peut t'emmener. Je ne vais pas te montrer toutes les postures de puissance, etc. Mais je sortirai bientôt un programme avec tout plein d'exercices pour que tu puisses trouver ce qui fonctionne pour toi. C'est super important de savoir activer sa puissance. Ça t'aide à te recentrer, ça t'aide à te sentir plus solide, plus protégé, plus confiant. Et là, cette posture-là, elle a été étudiée scientifiquement. Et du coup, ça baisse le niveau de stress dans le corps, ça augmente le niveau de confiance, notamment dans les situations de... ils avaient fait ça dans le cadre des entretiens professionnels. Donc, ça s'applique à plein d'autres situations aussi de la vie courante, mais ça crée vraiment physiologiquement un sentiment de confiance accru. Ensuite, les gestes de relaxation. Il y en a plein qui existent aussi, qui vont t'aider à réguler ton système nerveux. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est assez discret, que tu peux faire du coup en famille. C'est celui de la caresse ou du tapotement sur le dos de la main dans l'axe du petit doigt. Juste ici, tu peux le voir en vidéo sur YouTube, tu vas simplement tapoter délicatement ou caresser le dos de ta main. Et ce qui peut être sympa, c'est de prendre un instant pour juste observer les sensations de ton corps dans l'espace, d'observer il y a des zones qui sont plus perceptibles ou pas quand tu tournes ton regard vers l'intérieur et que tu essaies de ressentir, par exemple, ton dos, tes jambes, tes pieds, ton crâne. Et tout en continuant de faire ce geste de caresse ou de tapotement, observe s'il y a des signes de relâchement qui commencent à se faire ou pas. Par exemple, pour moi, j'ai un peu envie de bâiller et j'ai mes yeux qui commencent à tranquillement se détendre, mes paupières à se refermer un peu. Et je sens aussi que mon corps est un peu plus avachi, que j'ai envie d'aller presque ouais, me poser vraiment contre le dossier de la chaise. Donc je sens que voilà, il y a un petit côté où ça me ramollit. Et c'est ça la relaxation. Donc ça aussi, tu peux le faire pendant 2 minutes. Et c'est un autre exemple concret de pratique qui peut t'aider à créer de la relaxation pour réguler ton système nerveux. Donc on a vu deux pratiques. Une pratique de puissance, une pratique de relaxation. Peut-être que celles-là que j'ai montrées ne sont pas efficaces pour toi et c'est possible, ou alors que tu aurais besoin de pratiquer pendant beaucoup plus longtemps. Si jamais ton système nerveux est très très dérégulé, c'est possible que là, pratiquer 2 minutes, ça va pas t'apporter grand-chose. Mais ces pratiques-là, quand tu les fais régulièrement,
Ça crée vraiment un schéma intérieur où ton corps a appris en fait comment se relâcher et du coup ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Plus tu le fais, plus c'est rapide, plus c'est efficace. Ça, c'est pour avoir une astuce physiologique. Super important. Si physiologiquement, t'es pas en maîtrise, ça va être difficile d'appliquer le second conseil. Le second conseil que je te propose, c'est de renforcer les points communs qu'il y a entre les membres de ta famille et toi. Les points communs positifs. Très important, ce détail, cet adjectif-là. Il s'agit de renforcer les points communs qui te nourrissent. Peut-être que vous avez des centres d'intérêt communs qui te réjouissent. Peut-être que vous avez des pratiques, des activités ensemble qui nourrissent de la joie mutuelle, de l'enthousiasme, de l'amour, de la détermination ensemble vers un objectif qui est inspirant. Peut-être que vous avez des médias, des influences culturelles en commun. Peut-être que vous avez des sujets de conversation sur lesquels ça peut être vraiment super nourrissant. Et donc, mon conseil, c'est que plutôt que d'aller regarder ce qui ne va pas et d'aller anticiper le pire, on va aller nourrir le meilleur. Parce que quand on est bien, et y compris les personnes qui ont des comportements dysfonctionnels, quand leurs besoins sont nourris, généralement, ils ont des comportements qui sont beaucoup plus sains. Naturellement, quand l'être humain se sent bien et en sécurité et rempli, il agit d'une manière qui soit positive pour son entourage. Nous sommes des animaux sociaux, des animaux collectifs. À la base, c'est ancré à l'intérieur de nous de renforcer les liens de groupe et la prospérité du groupe. On n'est pas programmé intérieurement pour se détruire entre nous. Ce n'est que si on est profondément en manque, insécure, blessé, qu'on se met à avoir des comportements de ce type-là parfois. Et c'est même pas systématique. Il y en a qui, malgré tout ça, vont plutôt chercher à préserver le groupe et au détriment de soi-même. Et c'est peut-être ton cas. Tellement le groupe est une force chez nous, les êtres humains. Nous sommes des animaux sociaux. Nous sommes faits pour vivre en groupe. Donc par conséquent, si on passe des bons moments ensemble et qu'on renforce le positif, il y a des chances que nos systèmes nerveux soient plus détendus, moins en méfiance, moins en vigilance, moins en recherche de tout contrôler. Et du coup, on peut passer un moment ensemble sympathique. Et ça, c'est ce qu'on veut. Si tu cherches quand même à nourrir des liens avec ta famille, malgré le fait qu'il y ait eu des choses très désalignées que tu as vécues par le passé, c'est que certainement c'est important pour toi. Peut-être que la valeur famille est importante pour toi et que du coup, bah, tu as envie de vivre des moments en famille qui soient des moments ressources. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de les co-créer, ces moments. Évidemment, je ne te dis pas de prendre tout en charge, mais depuis là où tu te trouves, de simplement ressentir quel est l'élan et l'ampleur de cet élan en toi pour pouvoir co-créer. Et pour moi, il y a deux dynamiques pour co-créer du positif. La première dynamique, c'est de pouvoir rediriger vers les choses lumineuses qu'on partage ensemble. Si à un moment donné, on commence à s'éloigner de ce qui est ressourçant, que toi, en tout cas, tu sens que il y a un sujet de conversation, une activité dans laquelle c'est lourd, il y a un truc qui est pas aligné, il y a un truc qui est tendu et ça te met mal à l'aise, tu peux essayer, tu peux proposer de rediriger vers une activité qui est cool. Pas en leur disant, regardez comment c'est nul l'énergie, là, on va faire autre chose. Sauf si ça vient d'un espace d'amour, là, éventuellement, ça peut être dit, mais des fois, c'est juste en communiquant ton enthousiasme de, hey, venez, on va faire ça plutôt. Venez, on parle de ça plutôt.
juste en posant une question. Est-ce que vous avez vu ce dernier film de ce réalisateur qu'on adore tous ensemble? Est-ce que vous avez déjà testé cette recette d'un plat qui est issu d'une culture culinaire qu'on adore et qu'on partage ensemble? Donc la redirection vers le positif, c'est un acte de conscience au moment où l'énergie commence à plus être très bonne dans la dynamique familiale ou interpersonnelle. Bah, c'est l'occasion d'aller chercher quelque chose de plus sympa pour se ressourcer ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait si jamais ça, c'est rejeté? Si jamais en face, les personnes ne veulent pas nous suivre? Bon, bah déjà, premièrement, peut-être que inconsciemment, on se sent illégitime de proposer ça, qu'on se sent pas très confiant nous-mêmes, qu'on a un peu peur de... Et bon, c'est possible que du coup, ça se sente et que ça entraîne pas les gens de notre famille avec nous. Ou alors, si on est bien ancré et que nous, on a vraiment proposé ça depuis un endroit où on est confiant et aimant, et que bah, ça ne nous suit pas en face, bah, c'est OK en fait. C'est-à-dire que les gens sont libres. Les personnes de ta famille sont libres. C'est important de l'intégrer, ça. Si tu cherches à vouloir les contrôler, contrôler ce qu'ils font, contrôler ce qu'ils pensent, contrôler ce qu'ils ressentent, peut-être que tu es en train de reproduire un schéma que toi-même tu as vécu et qui t'ont fait subir. Donc tu veux pas jouer à ça. Donc dans ces moments-là où tu sens qu'il y a un truc au niveau de l'énergie qui va pas dans la bonne direction et que tu proposes quelque chose et qu'en fait ça marche pas, t'arrives pas à rediriger vers un sujet ou une activité lumineuse que vous pouvez nourrir ensemble, dans ces cas-là, alors là c'est important que tu te reparentes, que tu prennes soin de toi, que tu dises là cet environnement-là, ça me plombe, là ce sujet-là, c'est pas OK pour moi. On peut dire bah voilà, non merci, pour moi, je passe mon temps. Ça, ce sera pas pour moi. On se retrouve après quand on fera un truc cool ensemble. Et ça peut se faire vraiment avec beaucoup de tendresse et de souplesse. À partir du moment où à l'intérieur de toi, tu te sens légitime et que tu es fermement ancré dans tes valeurs et dans la reconnaissance de tes besoins. Un autre aspect concret sur comment est-ce que tu peux nourrir le positif avec ta famille dans ce que vous partagez ensemble, qui vous nourrit ensemble, il y a le fait de simplement développer, approfondir, agrandir ce qui est bon, ce que vous partagez de lumineux ensemble. Et pour ça, pour moi, il y a vraiment cette posture de la curiosité. La curiosité calme et enjouée, ou enthousiaste et enjouée, qui, euh, qui est là et qui sait que il y a un truc qu'on apprécie ensemble, ou qui découvre que, ah mais ça, t'aimes bien ça toi aussi. Génial. T'aimes bien, ah bah t'as regardé cette série et t'as aimé aussi, ah génial. Et c'est quoi que t'as aimé dedans? On peut commencer à simplement être curieux de ce qui s'est passé. Ah, t'es allé en vacances dans telle région et comment c'était? Et c'est quoi que t'as préféré? C'est quoi que t'as le plus aimé? Et tu vois, de poser des questions un peu orientées, mais avec vraiment cette curiosité, en laissant ouvert un peu le champ des possibles. Et ça peut aussi être un bon moyen de partager des moments heureux ensemble. D'enlever cette étiquette du bourreau chez les membres de notre famille par qui on s'est senti blessé, et simplement de voir l'humain derrière et d'essayer de chercher un peu cette part plus innocente, cette part plus légère, plus joyeuse, qui aime la vie, et de pouvoir la reconnaître et l'encourager. Ça, c'est aussi un moyen de nourrir des choses ensemble en famille qui soient cool et qui permettent de contrebalancer les choses un petit peu moins cool qui pourraient avoir lieu, dont on pourrait être témoin ou qu'on pourrait ressentir ou vivre. Et petit à petit, si tu mélanges ces astuces dont je t'ai parlé, donc la régulation du système nerveux par la puissance ou la relaxation, et la redirection vers le lumineux ou la curiosité de ce qui est lumineux chez l'autre, si tu appliques ça,
en parallèle de faire un travail de fond pour te reparenter et être dans une posture profondément détendue et confiante face aux personnes de ta famille parce que tu es dans la bonne justesse, dans le bon degré de proximité avec eux, alors tes fêtes de famille dans le futur vont être bien, bien plus sympathiques. J'espère que cet épisode t'aura aidé, belle âme. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire, à me poser des questions s'il y a des endroits où c'était moins clair. Prends bien soin de toi, prends bien soin de tes besoins et exprime tes valeurs en étant fier de toi. Et sur ce, je te dis à bientôt dans un prochain épisode.